Bienvenue sur le goûter panafricain du jour. On est heureux de vous accueillir, en tout cas pour le moment, pour une actualité vraiment croustillante. On va essayer de mettre le meilleur de nous-mêmes pour essayer de vous donner notre point de vue sur l'actualité. Goûter panafricain, c'est aussi ça. C'est aussi de nous donner son point de vue sur l'actualité à chaud. Et aujourd'hui, la fine équipe qui est de Thibaut et d'Hachepsout, que je salue vraiment bien bas, vont nous donner Bonjour. leur rapport sur le grand remplacement. Donc, notre présentation de Thibaut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, Thibaut, je sais pas où il est. Thibaut, ton micro? Oui, attends, je vais très bien. Je vais très bien. Qui se trouve sur ma droite. En dessous, j'ai Hachepsout qui va donner tout Écoutez, son avis. bonjour messieurs, on est là, hein, on a raison d'être là. Hein, on va voir si ce qui est dominant, c'est d'avoir la raison gardée, mais pour l'instant, on a l'impression qu'on est vers une pente de folie et qu'il faut absolument reprendre les rênes de la raison. Donc on est là pour essayer d'y pourvoir. Effectivement, c'est vrai que on voit une sorte de montée fanatique qui s'additionne un peu en Europe chez nous. En tout cas, dans toute l'Europe, depuis une quinzaine d'années, ou voire même une vingtaine d'années, puisque c'est ce qu'on voit arriver. Ça s'appelle une sorte de pensée d'un auteur qui s'appelle René Camus, qui avait inventé cette histoire qu'on appelle le grand remplacement. Et aujourd'hui, j'aurais voulu avoir votre avis concernant cette folie humaine, parce que on estime, nous, chez Goûter Panafricain, qu'on est tous des humains, et qu'il y a une communauté qui se sent menacée par un certain grand remplacement. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et la première question que je vais poser, bien sûr, à Chepsout, qui vient de prendre la parole. Que pensez-vous du grand remplacement? Alors, le grand remplacement suppose deux choses, hein, puisqu'on on le définit comme tel. Si tant est qu'elle soit une réalité, c'est d'abord qu'il y aurait une population native, hein, une population autochtone, une population racinaire, on va dire en quelque sorte, qui revendique justement un sol, un territoire, une histoire, comme on dit, hein, le droit du sol, ça veut dire quelque chose pour eux, et que, à contrario, ils ont affaire à d'autres personnes qui, en quelque sorte, auraient pour vocation de venir sur le territoire où ils sont, hein, ces personnes racinaires, pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver un avenir meilleur. Et pour ça, donc, ils demandent des papiers. Et on voit fleurir certaines oppositions entre ceux qui disent nous les racinaires, on ne veut pas de ceux qui sont des nationalités de papier, on va dire entre guillemets, et qui par définition viennent pour manger ce que nous avons semé. C'est ça le remplacement, c'est de voir une montée en quelque sorte, c'est fondé sur la peur, de voir justement un flot de population venir manger ce que les racinaires auraient planté pendant des générations et des générations. C'est-à-dire qu'ils estiment que le butin qu'ils ont amassé, et ça je le dis en tant que panafricaine, le butin qu'ils ont amassé, ils ne veulent le partager qu'entre les gens du même genre, qui se ressemblent, qui ont à peu près et ça je même dis, c'est même pas à peu près, qui ont tous la même idéologie, c'est-à-dire on se ressemble, on s'assemble et on fait tout ce qui est en notre devoir pour maintenir nos avantages. Alors, comme je le dis, le grand remplacement, on va en discuter là, est-ce que c'est une réalité? Ouais, j'aurais bien voulu avoir l'avis de Thibaut justement là-dessus, qui va essayer d'enfoncer et confirmer ce que dit Hatshepsut Oui, sur cette notion-là. si, Foot a fait le tour du grand remplacement, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, là, on est dans une situation de phobie, c'est-à-dire que euh, l'Europe en général, hein, et à travers l'Europe, l'homme blanc a, pendant des siècles,
a occupé beaucoup de territoires. Et ça, la seule façon pour lui d'être propriétaire de ces territoires, il a fallu procéder malheureusement au génocide. Donc, en faisant des génocides, après, on fait venir une autre population par immigration, donc immigration de substitution. Hein. Par exemple, on a un cas qui est très bien abouti. On va parler, par exemple, de l'Amérique, en fait, de l'Amérique. Avant, on va dire, avant le 16e, le 17e siècle, avant l'arrivée des Blancs en Amérique, il y avait des Africains. Il y avait des Africains qui habitaient avec des royaumes, hein, les Mayas, les Olmecs et tout ça. Et donc, ils ont fait un grand remplacement, c'est-à-dire qu'ils ont procédé au génocide des populations qui y habitaient pour faire venir des bagnards de l'Europe et des vagabonds. C'est-à-dire qu'on estimait en Europe toute personne qui n'avait pas d'activité économique était considérée comme bagnard, donc il était élu pour aller en Amérique. C'est le cas, c'est ce qui a fait George V avec tous les Anglais. Il a pratiquement rapatrié, enfin envoyé en immigration des Anglais de l'autre côté pour créer un nouveau État. Ce qui a fait aussi les Français, ils en ont profité pour faire exactement la même chose en Louisiane, un peu partout. Ils avaient aussi des concessions en Amérique, chose qu'ils ont fait. Et c'est ce à quoi nous assistons. Donc, comme ils savent qu'eux-mêmes, ils ont fait que ça pendant des années, mais ça, je parle quand je dis 16e siècle, c'est du récent. Maintenant, si nous remontons, c'est-à-dire si nous remontons dans l'Europe, on va prendre du 1er jusqu'au 13e siècle, pardon, on va dire la Renaissance, vous avez en Europe des royaumes d'Africains, tous les royaumes européens sont des royaumes d'Africains, mais qui se sont faits par substitution. Vous avez par exemple le livre de John Mackie, par exemple, qui parle du royaume de l'Angleterre, c'est-à-dire que lui, il était spécialiste de la royauté, il écrivait sur les différents rois qui passaient avec tout le gouvernement, il décrivait chacun son état, sa taille, sa fonction, son teint. À l'époque, on disait dark black, c'est-à-dire que les traits noirs, très foncés. On parlait même de son état humoristique. En fait, on décrivait la personne telle qu'on aimerait le connaître. Donc, il se trouve que, en fait, toute cette royauté était complètement africaine. Et donc, il n'y avait pas de blanc dans la royauté anglaise. Donc, étant donné qu'il y a eu ces pratiques qui se sont faites en Europe, en Amérique et aussi un peu en Asie, hein, mais on ne va pas trop s'éloigner, les gens ne vont pas trop comprendre, on va prendre quelques exemples pour qu'on comprenne bien. En Afrique, par exemple, toute l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie et cette suite, il y a eu exactement la même chose. Donc, les populations ont changé. On a imposé sur cette nouvelle population une culture, une façon de faire, et ces populations se sont attribuées eux-mêmes des sobriquets d'autochtones, donc des arracinaires, ce que disait Jessou tout à l'heure. Ils se disent des racinaires, c'est-à-dire des gens de souche, alors qu'il se trouve qu'ils ne sont pas de souche, ils n'ont rien à voir avec la souche, puisque la souche qui était là était remplacée. Donc, eux étant les remplaçants des originaires, se sentant propriétaires maintenant des lieux, ils essaient de se créer une sécurité, c'est-à-dire ils essaient de créer une situation pour ne pas qu'on remette en cause leurs acquis d'aujourd'hui. Donc, on en est un peu là, dans le cas français, par exemple. C'est fou parce que j'ai l'impression d'entendre, moi, en tout cas, dès que j'analyse ces propos, qui sont bons, hein, qu'il n'y a pas de souci, ils sont fondés. En tout cas, ici, on est sur un goûter panafricain. Et on a l'impression que c'est par la force qu'on installe une population chez une autre population. On voit bien dans le cas des Européens, les installations se sont faites par la force. Dans le cas des Africains, les installations se sont faites par voyage, c'est-à-dire que des royaumes, des États ont entrepris des voyages pour pouvoir aller dans les autres continents pour construire. C'est vraiment le cas, par exemple,
tout ce qui est les empires du Mali, du Ouagadougou et tout ça par rapport au Brésil, parce que ça fait 3700 km, Brésil, Guyane et tout ça, tous ceux qui sont sur cette côte sont retrouvés de l'autre côté par voyage, par navigation, sans forcer les populations qui étaient sur place. Dans le cas africain, il n'y a pas eu de force pour imposer une population ou pour pouvoir la changer. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire tout simplement parce qu'à la base, il y avait que les Africains d'abord en Afrique. Et après, ces Africains se déplaçant en allant en Europe, en Amérique et en Asie, ils y vont pour reconstruire d'autres États sans utiliser la force, puisque c'est eux qui avaient en eux le savoir-faire, les cultures, les langues, les sciences. Donc, en fait, ils viennent pour faire quelque chose de nouveau. Ceux qui imposent la force, ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout cet état de stabilité qui leur permet de science, qui leur permet de vivre tranquillement sans être inquiétés, parce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiété. Donc, ceux qui n'avaient pas accès à la science, ceux qui n'avaient pas accès à l'écriture, ceux qui n'avaient pas accès au langage, même le langage, c'est-à-dire le langage a été appris, ils ont appris à ce que les Caucasiens, c'est-à-dire les gens qui viennent du Caucase, ils apprennent à parler les langages qui étaient, on va dire, stabilisés. C'est comme ça qu'ils ont appris. Et c'est comme ça aussi ils ont aussi appris tout ce qu'on appelle, entre guillemets, aujourd'hui, le savoir-faire, entre guillemets, des civilisations. Tout ça, ils n'avaient pas ces codes. Donc, pour pouvoir accéder à ces codes, ils ont pensé qu'il fallait la force pour y accéder. Donc, jusqu'aujourd'hui, on a encore cette image et c'est ce qui est véhiculé. En France, par exemple, quand on va dire, les partis comme le Front National ou la nouvelle, on va dire, leur nouvelle cible, c'est bon, ça m'échappe un peu, ça va. Le RN, je pense qu'il s'appelle comme ça. Le RN, voilà, le RN. Ouais. Quand le RN dit, par exemple, bon, c'est ça sera le remplacement, le nouveau remplacement, parce qu'on n'est plus chez nous et que ce sont les immigrés. C'est juste, en fait, c'est juste, on va dire, un peu un boomerang. Ils ont quelque part peur de ne plus avoir cette puissance qu'ils avaient avant pour pouvoir imposer une culture dominante avec une population dominante. Ils se rendent compte que petit à petit, ils se voient en minorité. Et donc, en se voyant en minorité, ils se disent non, si on a un problème, on essaie de l'évacuer vers l'immigré. Mais l'immigration en tant que telle n'est pas le vrai problème français. Est-ce que c'est si simple que ça? Voilà un peu pour le début. J'aurais bien voulu avoir l'avis d'Hatshepsut là-dessus. De remplacement et de, plus tard, peut-être de ce qu'ils appellent le grand remplacement. C'est une peur. Est-ce que, Hatshepsut, tu partages un petit peu l'avis de Thibaut sur ce grand remplacement, sachant que c'est un mot inventé, quoi. C'est un mot tout simplement inventé, puisque si je suis bien Thibaut, il y a toujours eu des grands remplacements sur la planète, d'après ce qu'il me dit. Oui, moi, on peut dire que le remplacement tel que le définit Thibaut est à qualifier comme étant donc un peu naturel, mais naturel dans quel sens? C'est-à-dire que est-ce qu'elle est issue donc de faits de violence pour des raisons politiques, économiques? Et dans ces cas-là, on a un retour vers ce qu'on pourrait appeler les guerres barbares de conquête, et ensuite qui vont être concrétisées par des traités petit à petit, et qui vont mettre en toute évidence ce qu'on va appeler plus tard les empires. Il faut être barbare pour faire le grand remplacement? C'est-à-dire que au départ, si on suit un peu ce que dit Thibaut, il y aurait un remplacement de manière naturelle qui serait les migrations. Les migrations, les gens partent, vont voir ailleurs, mais de manière pacifique. C'est-à-dire que on n'a pas dans ce que dit Thibaut une volonté de prendre la place d'eux.
celui qui est de souche en quelque sorte. Il faut bien comprendre que ce terme de remplacement est un construit qui signifie une histoire européenne. C'est-à-dire que l'Europe, si vous la regardez, si vous comprenez son histoire, elle est fondée sur des oppositions constantes, qui sont des guerres, des moments de paix, pour pouvoir après de nouvelles conquêtes, et ensuite, petit à petit, annexer des territoires, soumettre des populations à certaines dominations, et ça, ce sont des faits qui ont pour vocation justement d'enrichir ceux qui seraient issus d'un pays, d'un petit territoire en quelque sorte, qui va connaître des expansions au fur et à mesure. L'enrichissement au départ est une vocation qui pousse les populations à étendre leur territoire et à créer des empires. Alors, est-ce qu'on met dans cette manière de conquérir des territoires l'Empire du Mali? L'Empire du Mali était un État africain extrêmement riche, ça il faut le reconnaître, qui recouvrait énormément de territoires qui sont qualifiés aujourd'hui du Sénégal, de la Gambie, etc., du Burkina Faso, etc. Donc, autrefois, ces pays-là étaient sous domination d'un pays qu'on appelait le Mali aujourd'hui, qui est devenu un petit pays. Si on prend l'Empire ottoman, les Turcs, qu'on a réduit au fait des Turcs et au niveau territorial. J'aime bien mes correspondants en Afrique. Oui, une partie donc de la péninsule. L'Empire ottoman allait donc vers les Balkans. Hein, c'était quelque chose d'extrêmement étendu. Ensuite, lorsque vous prenez l'Empire colonial, vous avez aussi la vocation pour les pays européens d'étendre leur emprise au-delà de leurs frontières. Donc, qu'est-ce que l'on entend par le grand remplacement? Est-ce que c'est juste quelque chose qui serait un peu de manière naturelle, dans l'ordre naturel des choses, que les populations puissent se mélanger, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas de volonté de domination en quelque sorte, hein. Il y a une sorte d'existence, même une coexistence pacifique. Mais ça, je n'y crois pas, puisque l'histoire est ce qu'elle est. Les hommes, dans les tout débuts, ont bien sûr migré, mais petit à petit, ils se sont enrichis. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du grand remplacement, ce sont justement les gens, comme je le disais précédemment, qui ont conquis d'autres territoires, qui ont accumulé donc de la richesse et qui aujourd'hui se disent menacés de l'extérieur par d'autres populations. Ils ont l'impression qu'ils vont être pillés, réduits à la misère. Est-ce que c'est une réalité? Ça, effectivement, il faudrait rentrer dans les détails, hein, pour pouvoir contester ce terme-là tel qu'il est employé par un groupe politique en particulier. Et ce groupe... Ouais. D'ailleurs, il parle, le grand remplacement, c'est l'idée selon laquelle les populations françaises, dites de souche, ça veut dire qu'il y a une population française de souche, née de territoires métropolitains, serait en train d'être remplacée sous la pression démographique des populations issues du Maghreb et d'Afrique noire, provenant des anciennes colonies. En tout cas, c'est ce qu'ils affirment eux. Et dans l'idée, je voulais vraiment mettre vraiment les termes sur les mots pour éviter à nos téléspectateurs de se dire, le grand remplacement, c'est peut-être pas le polonais. Le grand remplacement, c'est peut-être pas le suisse. Voilà, c'était pour bien qu'on soit vraiment dans le bon contexte. Vas-y, Hatshepsut, je te laisse continuer. Alors, je voudrais donc rappeler, hein, d'une certaine façon, que les populations qui ont été conquises pour créer des empires n'ont pas parlé de remplacement et ne tiennent pas ce langage de manière moderne. Ils font valoir effectivement la situation de peuples dominés, hein, par une certaine politique qui leur sont imposées de l'extérieur. Mais ils n'emploient pas du tout le terme de grand remplacement. Donc là, il faut remettre les choses dans leur contexte
On a affaire donc à des populations qui, depuis Alexandre le Grand, ça il faut pas se le cacher, depuis l'époque gréco-romaine, depuis l'avènement donc de l'Occident, qui a ravagé l'Égypte africaine et a envahi donc les côtes nord-africaines pour créer le Maghreb, aujourd'hui se disent victimes de ce qu'ils ont semé, de ce qu'ils ont appris depuis de leurs ancêtres, et qui aujourd'hui est fondé sur une peur. Mais peur de quoi? Laissez-moi vous dire, mais peur de quoi? Ils ont tout. Pourtant, c'est des humains qui viennent, non? C'est pas des humains? Non, laissez-moi vous dire. Ceux qui se lèvent tôt le matin, allez regarder ceux qui se lèvent tôt le matin. Ceux qui aujourd'hui crient au grand remplacement et se cachent derrière leurs petits doigts. Il faut dire la réalité. Les personnes qui viennent, soi-disant, pour les remplacer. Pour les remplacer, pourquoi? D'abord, on les fait venir. Ça, c'est une réalité. On va pas se cacher, chez tous, ils n'ont pas la même religion. Ici, on est dans une pseudo-religion gréco, on va dire chrétienne, judéo-chrétienne. Alors là, vous me lancez. Alors là, non. Alors là, les mêmes thèmes. Attends, Après, je me fais l'avocat du diable. Je sais très bien. J'essaye d'être contradictoire pour justement mettre du débat. Donc, ils ont pas non plus les mêmes couleurs ascendantes. Ils viennent prendre les certains aliments des gens qui vivent ici, si vous m'avez bien compris du terme. Ils sont en plus pas très bien intégrés comme l'étaient les Italiens. Et puis, on a déjà eu le cas historiquement avec Hannibal qui venait d'Afrique, qui avait conquéri quasiment tout Rome. On a eu le cas aussi avec Ramsès II qui avait remonté toute la péninsule. Donc, ils ne sont pas comme nous. Donc, les Africains aussi ont fait des conquêtes aussi historiquement. Voilà, j'essaye de remettre un peu de débat sur l'un vers l'autre. C'est vrai, c'est vrai, Taton, de mettre du débat, mais c'est vrai qu'il faut qu'on éclaire un peu nos téléspectateurs sur cette histoire. Alors, je vais juste terminer. Excuse-moi. Aujourd'hui, il faut savoir que si on parle de la peur du grand remplacement, l'Italie, qui est quand même cette péninsule qui est quand même assez placée le plus près de l'Afrique, les Italiens ont mis à la tête donc du pouvoir une femme qui est la présidente du Conseil des ministres depuis 2022 et fait partie donc d'un groupe politique d'extrême droite, Madame Meloni. Et Madame Meloni a reçu une délégation africaine. Madame Meloni s'est rendue sur l'île de Lampedusa. Donc, il y a dans la peur du grand remplacement une grande hypocrisie. Ça, il faut le dire. Il y a une grande hypocrisie. Il y a une sorte de populisme qui est de mise, qui permet effectivement de créer la peur au sein de la population pour que justement ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vu, est toujours géré par les mêmes. Donc, je te laisse continuer, José, par rapport à ce qu'a dit Aton. J'aurais aussi quelques mots à moi, je dirais que aussi, c'est toujours un peu l'histoire de qui perd quoi. On va se mettre surtout en Europe. Aujourd'hui, on voit bien que les Européens, en termes de natalité, je voudrais aussi qu'on parle de ce sujet-là. La natalité européenne n'est pas au beau fixe. Sous la couette, ça ne marche plus vraiment. Et les populations externes, est-ce qu'elles rétablissent pas aussi un certain degré de natalité sur l'Europe qui permet aussi à l'Europe de maintenir un taux de natalité important et aussi continuer en tant qu'humain planétaire à survivre sur cette planète, parce que si on fait pas d'enfants, c'est très bien ce qui nous arrive. Encore une fois, attends. Tu utilises le même vocable qu'on l'on voit fleurir un peu partout actuellement dans le débat public, dans l'espace public européen. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction fondamentale.
dans les années 2020, même un petit peu avant, ils ont fait venir, notamment en Allemagne, énormément, effectivement, de personnes irakiennes, parce que effectivement, ils en avaient besoin, comme tu dis, parce que la natalité appelait une sorte de sursaut réaliste qui fait que l'allemand avait une peur fondamentale de disparaître parce qu'il ne faisait plus autant d'enfants. Donc, ils avaient besoin de ce grand remplacement génétique. Hein? Et à ce moment-là, ce qu'on pourrait appeler la nationalité de papier, ils l'ont donnée. D'accord? Donc, la peur, elle est où, là? C'est vrai que. Donc, en France, si on parle de l'Allemagne, on peut la tenir pour d'autres pays. Je parlais tout à l'heure de l'Italie. L'Italie est à peu près la 8e puissance économique européenne au niveau mondial. C'est quand même c'est pas mal. Bon. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qui tient une société européenne aujourd'hui? C'est-à-dire que ceux qui se font actuellement l'avocat du diable et qui disent il y a une sorte de menace, hein, et il faut absolument endiguer l'avenue des migrants, sont aussi peut-être les premiers à défendre les patrons, les petits patrons, pour que justement le sous-prolétariat constitué en grande majorité de sans-papiers africains puisse pouvoir faire le travail que justement les Européens de souche ne sont plus à même d'occuper. Effectivement, on l'a vu en Italie. Hein. Voilà. À chaque fois, on parle de l'Italie principalement. Il faut maintenir cette puissance européenne. Et elle n'est pas maintenue uniquement avec les Français de souche. Donc la question du grand remplacement, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Parce que les migrants, comme disait Thibault, ils ont toujours migré. Alors d'abord de manière pacifique, il y a eu un temps où on ne leur crachait pas dessus, même s'ils étaient italiens, on leur a craché dessus, mais après on leur crachait plus dessus. Pourquoi est-ce qu'on crache aujourd'hui sur le migrant qui a une couleur de peau ou qui est un peu bronzé ou qui dit que bon, il va pas à l'église, il va à la mosquée, etc. On va lui cracher dessus. C'est-à-dire que cette migration-là, aujourd'hui, va subir de la violence. C'est ça qu'il faut se poser. Je voudrais poser la question à Thibault là-dessus, je voudrais voir son retour, parce que c'est vrai qu'on voit toujours cette pensée, mais c'est les acteurs du grand remplacement, s'il en avait à penser, ce serait qui si on verrait s'il y a des acteurs, puisque je pense que c'est cette notion de pensée de se faire remplacer, qui est une pensée occidentale, hein. Je pense que c'est une peur humaine aussi en même temps, et voilà, quels sont les grands acteurs pour lui? Alors, Thibault, active ton micro, je vais peut-être l'activer aussi. Ah non, je ne peux pas. Oui. Avant d'arriver aux grands acteurs du remplacement, j'aimerais qu'on éclaire un peu différemment nos téléspectateurs, parce qu'il s'agit ici un peu d'un scénario qui est faux à la base. C'est-à-dire qu'à la base, on crée un mensonge politique, en désinformant sciemment la population notamment dans le cas français, en désinformant sciemment la population, et pour élargir un peu la population européenne, en leur faisant croire qu'ils sont de souche. Et comme dit Adjessou, ils sont enracinaires, ce qui est faux. Le blanc n'a jamais été de souche, ni n'a jamais été enraciné. Donc déjà, dans les écoles, il faut apprendre à tout le monde que ceux qui sont les premiers habitants de l'Europe, donc premiers habitants donc de souche, ici en Europe, avec toute l'histoire que nous avons, avec toute la science que nous avons, c'est des Noirs africains. C'est pour cette raison qu'ils ont dans tous leurs musées des déesses qui sont tous des femmes africaines avec des traits sur la tête. Toutes les déesses en Europe, toutes sans exception, c'est des africaines avec des traits sur la tête. Donc, on ne peut pas prendre des déesses, c'est-à-dire des dieux, des femmes qui représentent des dieux, pour
des gens qui sont du patriarcat comme déesse et venir donner une information, dire que on est de souche. Donc, vous sautez la première couche, vous prenez la 10e couche, et vous oubliez tout le reste, et vous vous dites de souche. C'est là, Thibaut, tu devrais montrer ton livre. Je pense qu'il est assez intéressant. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi, avant, peux-tu nous expliquer qui y avait sur la terre d'Europe et pourquoi ça s'appelle Europe et pourquoi eux, ils parlent de d'où viennent les autres personnes qui ont pris la place. Enfin bref, je sais pas si tu vas c'est vrai. Dans mon livre, dans mes 2 livres d'ailleurs, j'en parle. L'un, l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite, et l'autre, le pouvoir divin de la femme noire africaine. Dans les 2 livres, je dis que les populations européennes de première européenne, ce sont des Africains qui sont restés pratiquement jusqu'au 13e, 15e, 16e siècle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu cocasse. C'est-à-dire que vers le 16e et le 17e siècle, l'Europe se met à faire de l'esclavage spécialisé vers les Noirs. Alors qu'avant ça, il existait un esclavage qui était d'abord blanc plutôt, qui était d'abord blanc, donc des Slaves blancs, qui a duré 8 siècles pratiquement. Et donc, quand on arrive au 16e et 17e siècle, il y a un glissement qui s'opère, c'est-à-dire que les habitants de l'Europe qui sont des notables, hein, des rois, des ministres, on va dire, des généraux de guerre, tout ça, se font petit à petit assassinés, petit à petit empoisonnés, génocidés, et certains qui restent, on les déporte vers l'Amérique. C'est-à-dire que l'Europe déporte sa propre population vers l'Amérique, il vide sa population vers l'Amérique, prend des lois des circonstances, c'est-à-dire qu'on crée des camps, par exemple, on crée des camps dans les différents ports européens, que ce soit Nantes, Bordeaux, ou que ce soit en Hollande ou en Grande-Bretagne. On crée des enclos où on met des Noirs dans un système, aujourd'hui on appelle ça des camps aujourd'hui c'est des camps de réfugiés ou des camps de rétention, mais à l'époque c'était vraiment ça. Et on sort des codes, c'est-à-dire que chaque pays européen a eu son code. En France, on a eu un code, le code noir de Louis XIV. Donc, chaque pays crée des lois contre des Noirs, mais dans l'imaginaire général, on pense qu'il s'agit des Noirs qui viennent de l'Afrique. Et donc, ces Noirs venant d'Afrique qu'on ramènerait vers l'Amérique, eh bon, ça paraît, pour eux, c'est le capitalisme du moment. C'est-à-dire qu'on prend, on ramène ici, on va de l'autre côté. Alors que sur place, il se passe un génocide de la population locale. Il se passe une déportation de la population locale vers les Amériques. Mais quand est-ce que ça a basculé? Il y a peut-être une date du 18e, peut-être il y a eu un basculement sur ces mentalités-là, puisque je pense qu'historiquement, personne n'est foncièrement, j'espère, n'est foncièrement raciste, mais je le souhaite en tout cas. Non, mais le problème, c'est que ça a basculé. Quand est-ce qu'il y a eu le basculement sur cette période, peut-être européenne? Tout à l'heure, je parlais des lois. C'est-à-dire que à partir du moment où tu codes des comportements, donc tu mets de la police. En 1777, il y a une police des Noirs qui a été créée ici. Hein? Une police des Noirs qui a été spécialement créée pour pouvoir veiller à ce que ces lois soient appliquées, veiller à ce qu'il n'y ait plus de Noirs pratiquement en France et en Europe. Ça veut dire qu'on vide l'Europe de sa hiérarchie, de ses scientifiques, de ses juristes. En fait, on vide. Et on met en place des personnes qui n'ont aucun code. C'est-à-dire, ils n'ont pas de code scientifique, pas de savoir. Voilà, des gens qui n'ont pas de savoir. Et ce sont ces personnes qui n'ont pas de savoir qui essaient de diriger. Et bizarrement, aujourd'hui, nous sommes en 2024. L'histoire nous rattrape. On est en France, 2024. L'histoire nous rattrape parce qu'aujourd'hui, on a une élite qui est complètement décervelée. On a une élite qui n'arrive plus à produire de l'imagination, à produire des idées pour pouvoir rénover la société et faire en sorte que toute personne vivant sur
cette société européenne ou française arrive à avoir une activité et vivre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Je dis ça rapidement parce qu'on a tendance à parler un peu de chômage. On dit, mais il y a le chômage, donc on n'a plus d'emploi. Et ceux qui viennent de l'extérieur, les Noirs, donc les Africains qui arrivent, ils nous prennent de la place et donc ils nous prennent nos emplois. Mais sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on a en face de nous des personnes qui n'ont plus de savoir, qui n'ont plus de réflexion. Pourquoi? Parce que nous sommes des bipèdes. C'est-à-dire que l'homme ou la femme, pour pouvoir vivre, il est dans une obligation d'activité. On est né activité, c'est-à-dire que l'être humain, il est né activité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se met debout, qu'il se déplace, il doit créer de l'activité pour pouvoir vivre et faire fonctionner sa société. Donc, ces activités qui sont créées pour faire vivre la société deviennent des activités économiques. Donc, chacun, en soi, est un acteur économique. Mais volontairement, on a dit en Europe que pour être un acteur économique, il fallait rentrer dans des cases, dans des moules, dans des écoles spécialisées, après dans les écoles spécialisées, dans les entreprises. Après ces entreprises, il va falloir créer quelque chose de spécifique dont la société aurait besoin. C'est-à-dire que la part de la création de l'humain a sauté. Donc, on a affaire en face à des personnes qui ont créé un système où on n'arrive plus à permettre à chacun d'être en activité de création et de faire en sorte que la société marche. Puisque la société a toujours marché pendant des siècles sans être au chômage. Donc, on estime que, donc d'où la déportation vers l'Amérique, par exemple, d'où la déportation vers le vagabondage, parce que depuis cette période-là, l'être humain avait perdu la réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité de mettre quelqu'un en état d'activité, de créer de l'activité. On estime qu'il ne fait rien. Mais non, un bipède passe son temps à créer, à faire, parce que s'il ne le fait pas, il disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où nous réfléchissons, nous arrivons à créer des activités et à permettre à la société de s'oxygéner. Et une société oxygénée, c'est une société qui réfléchit et qui n'est pas sur la peur, en fait, qui n'est pas sur du mensonge. En réalité, le grand remplacement, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Première couche de mensonge, c'est qu'on parle des enracinaires, c'est-à-dire on parle des personnes de souche. Donc, être de souche européenne, c'est d'être blanc, ce qui est faux. Le blanc, il vient de Caucase, donc il n'est pas de souche européenne. Seule personne souche européenne, c'est les Noirs. Partout sur la Terre, ils sont les seuls à être de souche. Tout le reste, c'est du faux, c'est du mensonge. Mais c'est vrai ce que tu dis, ça a du sens en plus. Mais c'est vrai que là, on a perdu Hatshepsut. Mais pour en conclure, c'est vrai que pour nos jeunes téléspectateurs, il faut vraiment qu'ils se mettent en tête que la notion du racisme en lui-même qui a été inventée, c'est une théorie dans laquelle les Occidentaux doivent se dépatouiller un petit peu tout seuls, puisque je ne sais pas si on a fait la virgule avec ces théories. On est tous des humains sur Terre, on a tous le même sang, c'est le sang rouge, et on est là tous pour faire évoluer la planète. Ah, Hatshepsut est revenu, mais tout simplement pour confirmer ce que Thibaut dit, c'est que la base de l'Europe, il y avait des Noirs. D'ailleurs, le mot Europe parle de lui-même. Je vous invite à faire des recherches. Mais il y a d'autres théoriciens qui se sont amusés à parler de grands remplacements tels que Renaud Camus. Est-ce que vous avez des choses à dire dessus? Je ne sais pas, Hatshepsut, si tu avais des choses sur Renaud Camus. Oui, on va laisser peut-être à José répondre, mais dis juste la date de naissance de Renaud Camus. Il est né quand? Alors, moi, je parle d'une personne qui a fait ces théories-là. Je vais tout de suite rechercher ta question puisque je ne l'ai pas tout de suite. Si, je l'ai là. Bon, alors, on va faire un petit partage. Un petit partage d'écran. Je vais juste parler un peu du racisme. Oui, mais j'aimerais que tu me laisses un petit peu la parole si tu veux bien. Oui, sans souci, sans souci. Oui, les temps sont durs et il est utile donc de pouvoir faire entendre ce qu'on a donc dans le présent, et le présent est fait donc effectivement de l'histoire que nous connaissons tous, de l'esclavage, de la déportation,
de ce qu'on a mis en évidence par rapport à ce concept qui a été créé donc par ce monsieur donc qu'on voit donc à l'écran. Hein. On va pas lui faire trop de publicité, mais je voudrais juste. On va même l'effacer, tiens, puisque ça sert à rien de lui faire trop de pub. Non, c'est juste sa date de naissance. Alors, il est né en 1946. Voilà, 1946, ça demande qu'on est vraiment dans du faux. 1946, on est pratiquement au XXe siècle. Donc, il y a eu beaucoup de génocides qui se sont opérés avant sa naissance. Beaucoup d'États qui se sont créés sur des génocides, notamment l'Amérique, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine. Bon, il y en a plein comme ça qui se sont créés. Alors, donc, il prend ça en cours. Oui, effectivement, c'est tout à fait raison. L'Argentine est un bel exemple. Puisqu'avant, il y avait beaucoup de Noirs là-bas et il n'y en a plus un. Ok, Chepsout, on t'écoute? Alors, moi, c'était juste pour... ça va être très court. Hein. Il y a une démarche hein, qui est assez constante dans au niveau des socio-économiques, on va dire, qui est que la question de l'accumulation des richesses est quelque chose d'assez fondamental, puisque comme je l'avais dit la dernière fois, et comme le disait Kalala, on est face à donc des territoires qui n'ont rien dans leur sous-sol. C'est-à-dire que le concept de rareté, qui est un concept économique qui a été développé par un certain nombre de grands penseurs qui sont des références pour les politiciens dans leur argumentaire, hein, pour prendre des orientations, c'est que la rareté est quelque chose qui donne de la valeur aux choses, aux objets, et donc qui va en déterminer les échanges. Sauf que lorsque l'on voit un continent comme l'Afrique, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'a pas affaire donc à ce qu'on appellerait donc la rareté, puisque l'or est quelque chose qui est assez courant sur ce continent, le pétrole, etc. Et ce qui devient rare, c'est la nourriture, c'est-à-dire la transformation en biens de première nécessité, ce qu'ils ont comme richesse, mais à l'état brut. Donc, on n'a pas la même notion de rareté. Donc, la question d'aller vers des continents pour pouvoir exploiter ces richesses et après en faire des biens rares, c'est complètement quelque chose qui est européen. C'est-à-dire que les guerres, elle est fondée sur ça. C'est-à-dire que pour faire monter les prix, on va retenir, il y a une sorte de rétention de marchandises pour faire monter les prix, donc rendre quelque chose rare sur le marché pour qu'à la fin, effectivement, ils puissent avoir une plus-value. Donc, ces questions qui sont fondamentales par rapport à ce qu'on pourrait appeler le grand remplacement, la question du travail, etc., et les questions de vote pour tel ou tel parti politique qui va engager l'avenir de nos enfants aujourd'hui, des enfants de cette génération qui est amenée à voter, à se prononcer pour tel ou tel type de gouvernement, telle ou telle orientation politique pour l'avenir, est fondamentale parce qu'elle va aussi conditionner l'avenir de l'Afrique, l'avenir d'autres populations qui sont les États du Sud. Et ça, il faut pas se leurrer. On a beau effectivement ergoter sur le passé de manière historique, mais revenons sur effectivement les conséquences de cette notion qu'ils ont développée, qu'on appelle le grand remplacement, qui est portée par des partis politiques qu'on appelle le RN en France, justement parce que justement il y a un vote qui se déroule actuellement en France. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que dire qu'il y a un grand remplacement, c'est qu'ils ont une visée par rapport à ce territoire qu'on appelle un grand continent pour pouvoir y retourner. Et retourner, c'est retourner sur les continents, refaire du grand empire, c'est nécessairement opposer l'ancien monde avec le nouveau monde. C'est-à-dire que le nouveau monde tel qu'on voit avec les États-Unis qui a été fondé sur les génocides, ensuite avec le développement des villages-mondes et la multiplication des métissages, la multiplication des populations différentes et pas forcément européennes, mais à partir d'une structure fondamentalement et un système européen qui permet effectivement d'absorber les différentes populations. On le voit pas uniquement aux États-Unis, on le voit en Australie, on le voit dans différentes parties du monde. Et là,
ce qui se joue pour l'avenir, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que le grand remplacement, tel qu'il la conçoit, mais qui, de manière hypocrite, elle a déjà, c'est déjà dans les faits, c'est-à-dire que la population, elle est dans un système dominant européen avec des lois qui sont imposées aux populations migrantes. Ils sont obligés de demander des papiers, d'avoir à faire profil bas par rapport aux religions, au niveau culturel, etc. Mais dans les faits, ils travaillent, ils rapportent de la richesse. Donc on est sur un mélange de populations issues du territoire africain. La question qui se pose par rapport à ce grand remplacement, c'est le retour en boomerang vers le continent de toutes ces idées-là. Si on nous faisait l'inverse, on faisait aussi le grand remplacement chez nous et on vidait tous les blancs qu'il y a chez nous à Kama, qu'est-ce que ça donnerait d'après toi, Thibaut? Oui, mais la difficulté, c'est que... Moi, j'avais une anecdote là-dessus. J'avais une anecdote. Oui, mais c'est... disons, mais elle est bien dite. Mais je te montre mon petit dessin. Je te montre rapidement le petit dessin que je voulais faire en anecdote, qui était simplement assez marrant. Moi, j'adore ces petites illustrations-là qui nous disaient, tac, il nous disait, moi aussi, migrant, haha, exilé fiscal. Et puis on voit un occidental juste à droite qui nous dit, bah rien à voir, expatrié. Donc l'un c'est migrant et l'autre c'est un expat. C'est vrai. L'exemple que tu as donné, on voit ça en Angola en ce moment. Angola, Mozambique, on voit aujourd'hui que pratiquement tous les Portugais vont chercher leur pitance en Angola, une très grande immigration. On voit aussi en France. Hein. En France, la plupart des grandes écoles se vident de leurs majors pour aller, ils vont à l'étranger. La plupart du temps, ils partent tous à l'étranger. Et comme je disais, en fait, nous sommes dans une société de mensonges. Et le mensonge, il est construit dans un seul but, c'est d'avoir le pouvoir. Et une fois qu'on a le pouvoir, on se rend compte que le mensonge ne peut pas tenir longtemps. Pendant longtemps, l'information n'était pas aussi disponible, ce qui faisait qu'on pouvait mentir à longueur d'années, à longueur de scolarité, à longueur de conférences, à longueur de télévision, à longueur de radio, à longueur de rue, à longueur de tabac, à longueur même du marché, du quartier. Chacun pouvait se lever et dire, mais écoutez, je suis chez moi, tu n'es pas chez toi ici, je suis de souche. Donc, ce manchon commence à sortir, et la vérité commence à faire surface. Donc, on en est là. Ce qui fait que ce que tu as décrit, Aton, est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, pratiquement dans tous les pays africains, tu as des quartiers entiers d'Européens qui vivent entre soi. Et ce qui est... Voilà encore le mensonge. Quand vous avez, par exemple, une liste électorale où on voit que des Noirs, on parle du communautarisme. Il ne vient jamais à l'esprit de quiconque de parler de communautarisme quand tu vois une liste électorale où il n'y a que de blancs. C'est-à-dire que ça paraît normal. C'est vrai. Ça paraît normal, alors que ce n'est pas normal. Donc, on essaie à chaque fois d'instrumentaliser le langage, le mensonge, pour construire une seule chose, c'est-à-dire construire une société décervelée, c'est-à-dire qu'on enlève dans l'esprit de la population l'essentiel en leur mettant en place une haine de l'autre, de l'étranger, croyant que c'est l'étranger qui prend tout, qui pille tout, mais c'est complètement faux. Ce que disait Adjessou, c'est-à-dire que tu te lèves très tôt le matin à Paris, dans le métro, tu ne vois que des Noirs dans le métro. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler. Mais j'avais une question pour très tard le soir, tu vois que des Noirs, parce que c'est encore les mêmes qui vont encore retravailler dans le bureau. Tu vas dans les usines, tu retrouves les mêmes. Tu vas dans les, on va dire, dans les grandes entreprises scientifiques et d'informatique, dans les centres de recherche, tu vois les mêmes, tu vois des Noirs, les Africains, ils font leur boulot, ils demandent pas grand-chose, mais il va falloir qu'ils demandent grand-chose parce qu'on peut pas continuer à les utiliser. Il va falloir changer ça. Donc, on est là aussi pour informer, pour que les choses changent. Il faut pas simplement subir, hein, dire que bon,
on se met à côté. Non, il faut être au centre des décisions, faire en sorte que les choses puissent changer radicalement, mettre la vérité au centre de notre langage et faire en sorte qu'il faut démasquer tous ces petits menteurs comme les Zemmour et tout ça, qui parlent de grands remplacements, qui eux-mêmes, ils viennent d'arriver tout fraîchement d'Algérie. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps, sur les plateaux télé, il faut que les gens arrivent à avoir de la répartie pour pouvoir faire taire certaines personnes et mettre en place la vérité pour que les gens soient lucides. Ma dernière question, elle va être simple, hein, puisqu'on va terminer ce live vraiment en beauté avec un grand sourire. Sachez que sur Goûter Panafricain, on aime toute la population du monde. Bien sûr, on prône le panafricanisme, mais c'est le monde entier avec qui on est ouvert. Mais est-ce que ces questions de grand remplacement, là, ça cache pas autre chose, puisque peut-être que l'économie mondiale va très mal, peut-être que l'Afrique aujourd'hui commence à se libérer. Est-ce qu'il n'y a pas, à cause de cette économie-là qui se libère sur le continent de Kama, je rappelle que nous, on tourne cette vidéo en temps africain, en temps kamite, on est en 6261 bientôt, et ici en 2024. Est-ce que parce qu'on se libère au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et éventuellement même au Tchad, où on espère bien un jour au Sénégal, mais ça ne prend pas trop le chemin chez les Sénégalais. On est désolé pour les Sénégalais, pour les milliers de morts qui sont morts là-dedans, mais c'est vraiment dommage que ça ne prenne pas le chemin. On espère que ça va prendre le chemin, mais en tout cas, voilà. Est-ce que cette libération africaine qui est en vague actuellement, eh ben, ça pousse les Occidentaux à être un peu plus vrais de leur nature, d'être racistes de leur côté? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le grand remplacement cache une grande crise économique. Il y a une grande crise économique dans toute l'Europe, en Amérique aussi, il y a une très grande crise économique. Là, récemment, le Japon vient de se retirer pratiquement du dollar. Ils n'achètent plus en dollars, ils font leur commerce extérieur et leurs échanges dans la nouvelle monnaie, dans la nouvelle monnaie des BRICS. Donc, le dollar a des difficultés, c'est-à-dire que les difficultés en Amérique, au Canada et en Europe. Dans le temps, ils avaient la facilité d'aller dans les pays africains se servir gratuitement avec la fabrication de la fausse monnaie, notamment le franc CFA, qui permettait de prendre gratuitement tout ce qu'il y avait à prendre. Ils avaient aussi accès aux mers, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre tout ce qu'il y avait dans la mer, poissons, minéraux, aussi, on va dire, dans l'espace aérien. Ils avaient la maîtrise de l'espace aérien. Et là, récemment, les choses ont changé. Il y a des pays qui ont mis un stop à tout ça, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils ont un espace aérien qui est protégé. Ils ont un sous-sol qui est protégé. Donc, on n'a plus accès aux richesses. Par conséquent, comme n'ayant plus accès aux richesses, on accentue la crise économique qui avait déjà cours. Parce qu'il faut rappeler que pendant longtemps, on a fabriqué le dollar, mais ça ne suffisait plus puisqu'il n'y a plus assez de garanties. Parce que pour garantir ces fabrications de papier, il va falloir posséder de l'or dans les banques. Il se trouve qu'ils n'ont pratiquement plus d'or dans leurs banques, que ce soit les Américains, les Français, tout ça. Ils n'ont plus d'or dans leurs banques. Donc, ils n'ont plus de quoi garantir et fabriquer au maximum, comme ils pouvaient le fabriquer dans le temps, beaucoup de papier pour pouvoir acheter le monde. C'est fini. Cette histoire est finie et il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Un monde où les gens veulent maîtriser leur vie, veulent maîtriser leur espace, veulent maîtriser leur population et faire en sorte qu'ils soient aussi heureux comme tout le monde. Donc, je pense qu'on peut tous être heureux. Il faut juste avoir dans la tête la possibilité de réellement échanger. Je dirais pas le partage, parce que je veux dire échanger, c'est-à-dire que vous avez des richesses, d'autres aussi ont des richesses, vous pouvez échanger ces richesses. Échanger. Mais le partage, pour l'instant, n'existe pas, donc il faut pas qu'on rêve. Donc il y a une crise. Il faut se défendre aussi contre ces sociopathes qui arrivent un peu fous, qui inventent des théories un peu folles. Hatshepsut, pour la conclusion, tu avais peut-être... écoute, je vais me garder donc de conclure vite. Donc voilà, je vais laisser la conclusion sur ce que vient de dire Thibaut. Voilà, on y croit et puis on verra ce que ça va donner. Voilà.
Oui, bah, c'est vrai. Bah, écoutez, Thibaut aussi, dans le message de la fin, peut-être? Oui, bon, je salue tout le monde. Nous sommes Goûter Panafricain. Nous vous invitons à À vous liker au abonner. maximum. Nous vous invitons à adhérer au maximum, venir chercher les bonnes et les vraies informations sur notre site Goûter Panafricain. Donc, nous sommes prêts. Nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes humains, universalistes. Oui. Nous ne sommes pas fermés à quiconque. Nous disons juste ce qu'il faut dire, c'est-à-dire juste la vérité, pour permettre aux gens d'être mieux éclairés, pour pouvoir mieux échanger entre tout le monde. Alors, je voulais juste préciser, vous pouvez effectivement cliquer sur la cloche, c'est en plus de ça, puisque vous allez recevoir des notifications. Voilà. Merci beaucoup et ben, Pour merci nous faire monter pour ce partage. à 2000 abonnés. Voilà. Voilà. Merci encore pour ce partage et Hatshepsut a des mots de la fin, donc on vous dit tous au revoir et en tout cas n'hésitez pas à nous faire nos commentaires juste en bas de la vidéo si vous en avez, encore une fois. Bonne soirée à tous.